Bienvenue, je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes en France et à l'étranger, aux parcours et horizons différents. Leur point commun, combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie du témoignage d'Ouria Aouimer, lanceuse d'alerte. Dans l'épisode précédent, Ouria nous racontait ses débuts à la tête de l'AGS, le régime de garantie des salaires, un mécanisme primordial pour les salariés d'entreprises en difficulté, qui sont par exemple en situation de liquidation judiciaire. L'AGS verse en effet les salaires via des mandataires judiciaires. À son arrivée, Ouria constate un certain nombre de dysfonctionnements, comme le fait pour certains mandataires judiciaires de bénéficier de passe-droit. Elle lance alors ses premières alertes et plus elle enquête, plus elle découvre des pratiques graves. Plusieurs plaintes sont d'ailleurs déposées. Au même moment, les premières menaces arrivent. Je vous laisse avec Ouria qui va vous raconter les conséquences que son alerte a eues sur elle et sa famille. Les choses, elles commencent vraiment le 1er janvier. Et elles commencent tellement bien pour moi, ça rentre vraiment le main dans le moteur, que les représailles que je subis commencent également. Il faut savoir que dès le 4 janvier 2019, je commence à vivre ce qui s'apparente à un thriller, puisque je subis des dégradations à mon domicile, des tentatives d'intrusion. La porte de mon domicile est dégradée 2 fois. La première fois, elle est lacérée par un objet contondant avec de la glu sur le judas, de la glu sur la serrure. Ma boîte aux lettres subit le même sort et pour me signifier que c'est moi qui suis visée, mon nom Aouimer patronymique est brisé, est en miettes par terre. Celui de mes enfants, puisque mes enfants portaient le nom de leur papa, Sandal, est resté intact. Ensuite, ma porte, lors d'une deuxième tentative d'intrusion, la porte est couverte de peinture noire avec, ce qui pour moi s'apparente à une espèce de toile d'araignée géante, avec une grosse patte, si on veut imager ce qui était représenté sur la porte, sur le judas, une sur la serrure, qui arrivait sur tout le mur. Je reçois un samedi matin une photo par le biais du réseau social Facebook, au moyen d'un vrai faux profil, c'est ce qu'on m'apprendra à la police ultérieurement, une photo de 3 hommes, torse nu, rasés, tatoués sur tout leur corps. L'un a les mains sur les yeux, l'autre a les mains sur les oreilles, l'autre a les mains sur la bouche. Je suis suivie, mais manifestement ces hommes souhaitent que je les voie dans la rue. Un jour, je suis collée au mur par 3 hommes dans la rue, donc on est boulevard Haussmann, il y a énormément de monde. Les bureaux, à l'époque de l'établissement que je dirige, sont juste à côté des Galeries Lafayette, au-dessus de grands magasins. Donc il y a énormément de monde et je suis donc petit à petit serrée contre le mur par 3 hommes qui me fixent, qui ne me touchent pas, mais qui manifestement veulent me faire peur. Tout ceci m'amène, alors évidemment, à déposer des plaintes et le bureau de la protection des personnes est saisi. Sachant que le MEDEF, que j'ai cité tout à l'heure, et en particulier le numéro 2, tient à garder un œil d'assez près sur cette situation d'insécurité qui est la mienne, de prise de fonction à la tête de l'établissement et depuis le départ de mon prédécesseur et depuis mes investigations, au début des vraies investigations. Alors moi, au départ, je vois ça comme une démarche bienveillante. Je suis dans un premier temps invitée à me rapprocher de l'avocat de l'organisation patronale qui est Jean Veil. À ce moment-là, je me revois dans son bureau un soir, lui racontant le label, lui racontant les restitutions. Et là, il prend son téléphone, il appelle un de ses associés spécialistes des procédures collectives, il raccroche, comprenant les enjeux, et me dit d'un ton grave, je ne vous laisse pas passer le week-end sans vous faire protéger. Il tente d'appeler le procureur de la République à ce moment-là, qui avait perdu sa maman, et donc il est renvoyé sur un substitut qui lui dit ne rien pouvoir faire de particulier dans les délais impartis. Il m'invite à trouver un hôtel. À ce moment-là, je suis pas mariée, je vis avec mon fils. Et me dit-il, je prends votre fils chez moi. Et mon fils a passé comme ça 10 jours chez Jean Veil pour le protéger. À ce moment-là, je ne sais pas quoi, je comprends que les choses sont graves. Au MEDEF, on me parle d'un dispositif de protection dans le cadre de la saisine du Bureau de la protection des personnes, mais les avocats disent que ça va être compliqué. Et là, le numéro 2 du MEDEF dit non, ne vous inquiétez pas, on va la faire protéger par l'équipe de sécurité du MEDEF.
Et donc, on me met nuit et jour des bodyguards qui sont effectivement l'équipe de sécurité que je pouvais croiser lorsque je me rendais au MEDEF, des hommes vêtus de noir, donc nuit et jour, qu'ils se relaient. Ils sont dans le couloir chez moi toute la nuit derrière la porte. Je ne peux pas sortir ou aller sur un lieu sans préciser le lieu où on se rend. Je ne peux plus conduire ma voiture. Donc, si je dois être dans un véhicule, un des hommes de sécurité conduit, un autre est à mes côtés. On m'invite à prendre des taxis pour tout déplacement. Les personnes que je reçois dans mes bureaux, mon assistante est invitée à donner leur nom. Je suis dans un dispositif de sécurité qui pourrait s'apparenter à un dispositif de sécurité assuré par le ministère de l'Intérieur, par exemple, pour des personnalités publiques. Mais là, c'est le MEDEF qui est en opération et c'est une équipe de sécurité privée. Combien de temps vous êtes sous protection? Et puis surtout, en vous écoutant, c'est quand même incroyable parce qu'on comprend que ces menaces, ces tentatives d'intimidation, elles arrivent très tôt. Vous nous disiez que c'était, au tout début janvier, donc ça faisait 15 jours que vous aviez signé votre contrat, ça faisait 3 mois que vous étiez, déjà en fonction, mais l'audit n'avait pas encore commencé. C'est quand même très marquant et incroyable d'entendre ce que vous avez subi, ce qu'on vous a fait subir et les moyens qui ont dû être mis en place pour vous protéger alors que on est, en France, on s'attendrait pas nécessairement à ce qu'il y ait ce genre de pratique. Donc je voulais réagir parce que c'est très marquant d'entendre ce qui vous est arrivé en une période extrêmement courte. Donc on voit bien que vous mettiez en danger un système qui existait depuis, des décennies peut-être. Absolument. Un système effectivement bien rodé et je venais déranger. Alors, je pense, avec le recul, que pendant la période de tuilage, je n'avais aucun pouvoir, en fait, aucune prérogative. Donc, je ne constituais pas un danger. J'étais au sein de l'association de garantie des salaires. Son seul rôle et son seul pouvoir, c'est de fixer le taux de cotisation. C'est lorsque je suis rentrée dans le moteur par le biais de l'UNEDIC, donc de la délégation UNEDIC AGS, hein, et que j'ai pris donc les mains du volant de mon prédécesseur et que j'ai donc pris la responsabilité de l'opérationnalité du régime, et donc que j'étais susceptible effectivement, en levant le capot et en allant dans le moteur, à venir déranger effectivement le moteur, c'est là que j'ai constitué un danger a priori. Et effectivement, on comprend bien la photo des 3 hommes là, torse nu, tatoués, rasés. Oui, je n'en vois rien, j'entends rien, je ne dis rien. C'est ça absolument. On comprend que on cherche au mieux à me dissuader de rester, au pire à m'annoncer que si je reste et que je parle, je cours un risque. C'est certainement cela qui a d'ailleurs amené Jean Veil, sur un ton grave, à m'inciter et à inciter le MEDEF à me mettre sous protection. Maintenant, la protection privée qui a été donc organisée par le numéro 2 du MEDEF, faut quand même savoir qu'avec le recul aujourd'hui, ne prenez pas mal mon propos, hein, et je suis pas ingrate parce qu'il faut quand même dire qu'à partir de ce moment-là, je me sentais quand même plus en sécurité. Malgré la lourdeur du dispositif, parce que vous n'avez plus de vie privée. Mais j'avais tellement peur pour moi et pour mon fils. Ma fille était en Espagne à ce moment-là. J'avais tellement peur pour mon fils et pour moi. J'étais prête à accepter n'importe quel dispositif. Donc, je me suis pas posé des questions qu'aujourd'hui, on peut légitimement se poser, hein. On peut se dire pourquoi elle a accepté qu'une équipe privée soit aussi intrusive dans sa vie privée. Pourquoi elle n'en a pas parlé publiquement. C'est pour ça que je parle du syndrome de la femme battue. Pourquoi elle n'en a pas parlé publiquement. Pourquoi elle ne s'est pas plainte. Pourquoi elle n'en a pas parlé. Troisième élément, effectivement, c'est pourquoi je ne suis pas partie. C'est un ami qui m'avait dit ça, il m'avait dit, tu sais, tu me fais penser au syndrome de la femme battue. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tout ceci est arrivé dès lors que j'ai été en mesure de venir déranger un système. Ça, c'est clair. Dès que j'ai commencé à lever, mais même pas, il y a eu mes premières alertes, mais dès que mes intrusions dans ce système étaient susceptibles de venir les déranger, j'ai eu effectivement les premiers actes de représailles sur ma personne. Il faut savoir quand même que ces actes se sont poursuivis jusqu'à ma sortie. Et à quel moment votre sortie intervient? Ma sortie, elle a été organisée par mon employeur avec la validation du chef de mes chefs, c'est-à-dire le MEDEF, qui était aussi un acteur proactif pour ma sortie, hein. Il suffit de regarder la presse pour s'en convaincre, hein. Le numéro 1 me qualifie de chic fille qui a pété un câble. Ma sortie, elle a été organisée avec un dossier monté pour me licencier pour faute grave, avec des dépenses, notamment des reproches des dépenses somptuaires, des dépenses de taxi, des dépenses de restauration. On me reproche d'avoir mis en place un système d'information parallèle, d'avoir volé des données, des dossiers. Puis alors, comme le licenciement suffisait pas,
Il faut savoir que mon ancien employeur a également déposé une plainte contre X dans laquelle, même si c'est contre X, il essaie de m'imputer, enfin là pour le coup ce serait des infractions, mais encore plus abracadabrantes, des vols de bouteilles de vin. J'aurais ordonné à mon assistante d'aller chercher des bouteilles de vin et de les subtiliser. Je cite tout ça pour qu'on mesure bien la grossièreté et l'absurdité en fait de ces procédures en cascade que je subis au-delà de mon licenciement pour continuer à tenter de me faire taire et de me faire cesser les procédures que j'ai lancées, que j'ai alimentées, que je souhaite continuer à alimenter, et les procédures pour contester mon licenciement. Voilà, donc depuis le 23 février 2023, donc je suis licenciée, donc sortie du régime AGS. Et il faut savoir que depuis mon licenciement, les modes de fonctionnement que j'ai fait cesser et que moi je vais qualifier de moyens de fuite et de possibles détournements ont tous été remis en place. Donc là, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que le système que vous avez essayé d'arrêter, c'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est ça que vous nous dites? Alors, peut-être pas comme si c'était rien passé, parce que je pense que j'ai quand même bien embêté l'écosystème, et aujourd'hui, c'est entre les mains de la justice. Mais effectivement, tout est en train d'être mis en place. Tous les robinets qui ont été fermés pour supprimer tout risque de fuite ont été remis en place par ceux qui m'ont succédé. Et il faut savoir que depuis que l'on m'a sorti, l'Unédic n'est plus l'opérateur. Le régime a été totalement récupéré par l'AGS. En vous écoutant, quand vous nous racontiez là, voilà ce que vous aviez découvert, les audits, et là vous disiez que le système, même s'il a un petit peu changé, on est revenu à ce qui existait avant votre arrivée au sein de l'agence. Je me suis posé la question, mais quel est l'impact pour les salariés d'entreprises en difficulté? J'imagine que ça a des conséquences que vous avez découvert. Toutes ces pratiques ont dû avoir des conséquences sur les salariés qui étaient en difficulté. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur peut-être l'impact et les conséquences que ces pratiques ont pu avoir et peuvent encore avoir? Alors, si vous interrogez ceux que je vais qualifier de mes persécuteurs, et en particulier ceux que je suis venue quand même beaucoup déranger, ils vont vous dire que c'est ma vision des choses et ce que j'ai fait qui potentiellement constitue un risque pour les salariés. La vérité, c'est que j'ai toujours veillé, moi, à ce que la remise en ordre des choses ne vienne pas obérer la rapidité avec laquelle on doit payer les salariés. Parce qu'il faut quand même savoir, j'ai parlé des représailles personnelles dans ma vie privée, mais il faut savoir que j'ai subi l'animosité d'un certain nombre d'acteurs de l'écosystème des tribunaux de commerce qui ne se cachaient pas de vouloir mon départ, leur désapprobation sur ce que je mettais en place, les mises en conformité, la dynamique de compliance que je mettais en place. C'était pour certains du dégoût, hein. Je disais en réunion publique, démissionnez, depuis que vous êtes là, c'est insupportable. Alors effectivement, je mettais des contrôles de partout, j'ai mis en place un suivi des actifs pour vérifier la situation des entreprises lorsque nous étions sollicités. Et donc pour ce qui concerne les salariés, et là je vais répondre à votre question, lorsque vous n'avez pas de contrôle, ce qui était le cas avant mon arrivée, sur lorsque vous versez 1 euro pour un salarié, est-ce que le salarié dont le nom figure sur la liste avec la demande de paiement, ce qu'on appelle le relevé de créance qui vous est fourni, dans l'absolu, il ne faut pas exclure que le salarié en question ne touche pas l'euro que vous avez versé, ou qu'il ne touche que 50 centimes sur l'euro que vous avez versé. Donc, le contrôle, il va dans le sens de la défense des intérêts des salariés avec lesquels on n'a pas de lien direct. Et le salarié n'a pas d'information, en l'absence de ce contrôle, sur ce que l'AGS a réellement versé pour lui. Donc, la mise en place de ces contrôles, elle s'inscrit précisément dans l'intérêt des salariés. Donc oui, effectivement, préalablement à tout ce que nous avons mis en place, on peut raisonnablement penser que des sommes ont été versées au nom d'un certain nombre de salariés sans que ces salariés n'aient effectivement touché l'argent en question. D'ailleurs, certains salariés, avec un nombre assez important sur un dossier emblématique, un gros dossier, l'un des plus gros dossiers dans lequel l'AGS a eu à intervenir, c'est un dossier qui représente en enjeu financier 200 millions d'euros. Sur ce dossier qui figure dans les plaintes institutionnelles qui ont été déposées en 2019 pour détournement de fonds, possible détournement de fonds, il faut savoir qu'un certain nombre de salariés se sont constitués partie civile parce qu'ils ont bonne raison de penser qu'ils n'ont pas touché tous les fonds versés par l'AGS en leur nom. Donc effectivement, les dérives éventuelles, les détournements éventuels, les malversations éventuelles, elles se sont sans doute faites en tout ou en partie au détriment des salariés. Maintenant, au plan plus macro, il faut quand même savoir que l'AGS intervient dans la mesure de ses possibilités, de sa trésorerie. On peut facilement comprendre que lorsque vous avez des fonds qui s'évaporent dans les proportions qu'on suspecte,
par définition, ça limite les possibilités d'intervention supralégale du régime de garantie. Dans l'absolu, on peut faire plus dans la mesure où on a, mais quand vous avez des fonds qui sont intégralement reversés aux mandataires judiciaires sur la base des listes de salariés et des niveaux de salaire qui nous étaient remis sans contrôle avant paiement, on peut tout imaginer. Voilà. Et effectivement, je réponds dans l'affirmative à votre question, ça se fait par définition au détriment des salariés bénéficiaires qui devraient être les seuls bénéficiaires des fonds versés par la garantie des salaires. Oui, le système devrait être transparent, c'est-à-dire que chaque salarié devrait pouvoir savoir ce qu'il est censé, toucher et pouvoir être en mesure de vérifier qu'il a bien reçu ce qu'il devait, recevoir. C'est assez, incroyable, ce que vous nous racontez et on voit l'ampleur du système, mais aussi, de l'impact vraiment concret sur la vie, des personnes. Moi, je voulais revenir aussi sur ce que vous avez partagé avec nous sur les représailles. Ce que j'entends, c'est que ça a duré 3 ans. Ça a duré beaucoup plus que ça. Il faut savoir quand même que j'ai eu une petite pause avec le confinement. Pendant les confinements, les choses se sont apaisées. Et là, je n'avais plus de sécurité. C'est moi qui l'ai demandé en fait. J'ai demandé à ce qu'on fasse cesser le contrat des personnes qui m'accompagnaient de partout. Juste avant d'ailleurs, fin 2020, j'ai demandé à ce qu'on arrête tout ça. Et je l'ai fait après que le président de l'AGS de l'époque ait parlé à la presse. Il est sorti dans les Échos, ça a fait l'objet d'une page. Dans le cadre d'une interview, il raconte tout ce qui se passe depuis son arrivée, puisqu'il est arrivé le 12 décembre 2018, son arrivée, la mienne. Et là, il évoque pour la première fois publiquement ce que moi je vis, l'enfer dans lequel je suis depuis mon arrivée. C'est là que je crois que je prends conscience que parler, rendre public, lorsqu'on vit des choses de cette nature, c'est une protection. Et donc là, je demande à ce que cette sécurité privée me soit enlevée, en disant à mon président, lui, il était assez inquiet. Vous voyez, mon employeur, il savait que j'avais une équipe de sécurité payée par l'association AGS, m'était mise en place. Ça, il ne se questionnait pas. Disons que le MEDEF faisait ce qu'il avait à faire de moi. Mon employeur d'époque ne s'interrogeait pas plus que ça sur des questions de sécurité. On aurait pu imaginer que mon employeur, soit il se dit tout ça est absolument surnaturel, enfin on va quand même regarder ce qui se passe et dans l'absolu, il aurait pu faire diligenter une enquête pour vérifier la véracité de ce que j'avançais. Soit il se dit je crois en ce qu'elle raconte et compte tenu de son obligation de sécurité, un employeur doit quand même se préoccuper des mesures de sécurité mises en place. Moi en l'occurrence, il faut savoir que j'étais entre les mains du MEDEF et mon employeur se désintéressait totalement de la sécurité. Ce que je vous ai pas dit quand même à titre anecdotique, c'est que moi je me suis mariée fin juillet 2019 et on peut voir sur les photos de mariage, notamment dans notre voiture de location, qui était censée être une voiture pour 2 personnes, on avait pris du coup 2 places derrière. Sur toutes les photos, vous avez un homme en noir qui me suit de partout. Et ça, c'est des choses, si vous voulez, si j'avais encore des doutes sur la gravité de ce que j'ai vécu dans cette période-là, tout ça est fait pour me rappeler la réalité de ce que j'ai vécu, les plaintes que j'ai déposées, à chaque fois qu'il y a eu des dégradations, des intrusions, des tentatives d'intrusion à mon domicile, cette fameuse photo que je reçois, la lettre anonyme, il y a eu une lettre anonyme également qui a été commise à l'adresse de mon employeur, le directeur général de l'Unédic, prétendant que c'était des visionnaires, puisqu'ils y écrivaient que j'organisais des fiestas à l'étage les soirs dans les bureaux, que je dépensais sans compter pour du champagne et Dieu sait quelle autre régalade, et ils invitaient le directeur général de l'Unédic à me licencier. On est fin 2019. Donc fin 2019, il y a cet article dans les Échos, et je me dis, bon, maintenant c'est public, normalement on devrait arrêter de m'embêter. Et puis bon, mars 2020, donc on a le confinement. Il se passe pas grand-chose entre la fin 2020, mars 2020, ou en tout cas rien je dois organiser un déménagement, donc je mets en place des mesures de sécurité dans les nouveaux locaux justement. Il y a eu aussi des intrusions dans les locaux de l'AGS et donc de l'établissement que je dirigeais, mais j'avais pas les moyens de le prouver parce qu'on n'avait pas de caméra. Donc je suis plus je me fais accompagner par une nouvelle équipe de sécurité dont la mission est justement de me conseiller pour faire en sorte que s'il y a de nouvelles intrusions dans le système informatique, dans les locaux, comment je sécurise les personnes et les biens de l'établissement dans le cadre des nouveaux locaux qu'on va investir. Donc le confinement en mars 2020, il se passe rien jusqu'au retour. Alors en juin, là, dans la même semaine, intrusion à nouveau dans les locaux, mais là j'ai des caméras et j'ai un système d'alarme, un dispositif qui était assez performant, il l'a prouvé. Qu'une personne qui s'introduit sur l'aile direction, il est bien renseigné puisqu'il va directement, il passe d'ailleurs par une porte dont j'ignorais l'existence, il va directement sur l'aile direction et il va dans la salle serveur
Et dans la même semaine, intrusion à mon domicile. Et il se trouve que c'est une intrusion à la campagne. Manifestement, ils ont pris un certain malin plaisir, en fait. Ils ont pris du temps pour visiter, ils l'ont fait proprement pour visiter mon domicile. Et là, je me dis, ça recommence. Je retrouve des gens qui me suivent et qui me montrent qu'ils me suivent. Alors, il y a un motard en particulier. Alors, il a une moto qui peut pas passer inaperçue parce que dans Paris, on peut pas dire qu'on soit avec de la caillasse, des rochers. Dans l'absolu, on n'a pas de raison de voir une motocross avec des couleurs de motocross et un personnage habillé avec une tenue de motard de motocross en pleine compétition. Quand je descends en bas de chez moi, il y a un individu qui manifestement prévient le fameux motard, que je retrouve donc sur le trajet, que je retrouve en bas de l'immeuble, des locaux professionnels. Toujours le même rituel, il prend son téléphone quand j'arrive, il m'observe, il enlève son casque, il m'observe. Je monte à l'étage et là, il repart sur sa moto et il s'en va. Ce même individu suivra mon fils également, puisqu'avec sa moto, c'est impossible. Mon fils l'a pris en photo dans un quartier qui n'est pas mon quartier habituel. La présence de cet individu est constatée par certains de mes collaborateurs, dont un d'ailleurs adorable qui veut se transformer en bodyguard, constatant ce qu'on me fait subir en fait. Et ça, je vous raconte ça, ça a continué jusqu'à fin 2022, décembre 2022. Quand je suis en terrasse ou dans les restaurants, je suis également prise en photo par des individus à l'extérieur. Alors bon, aujourd'hui, on peut imaginer, étant donné qu'on m'a sorti, ce à quoi ça pouvait servir. Mais tout ça m'effraie. Donc, quand ça recommence en juin 2020, je n'ai pas envie de repartir avec une équipe privée du MEDEF, de sécurité qui me suit nuit et jour, qui va rendre des comptes à un tiers, avenue Bosquet, de qui je vois, qui je reçois, chez qui je vais. J'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on me dise la réalité de ce que je constate, qu'on mesure la réalité des risques pour l'institution que je pilote, les hommes et les femmes, dont moi, qui travaillent au service, et les biens, et qu'ensuite on me fasse des préconisations pour nous protéger tous et protéger l'institution. Et donc, j'ai recours, après une mise en concurrence, à une équipe de sécurité que je vais appeler, pour préserver leur anonymat, Célis, dont le métier, c'est précisément de faire du conseil. Alors, pour éviter, on peut imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, ils ont donc titré leur mission sécurité de l'information. On comprend assez vite quand on imagine que j'aurais pu me faire voler, et ça a été le cas, ma pochette avec mon ordinateur, mon téléphone dans la rue, dans un ordinateur, dans un téléphone, il y a de l'information. Mais aussi, à travers l'intrusion du personnage de juin 2020 qui va dans la salle serveur, c'est de l'information qui peut être dérobée. Le coffre, on avait un coffre dans lequel on avait mis un certain nombre de documents confidentiels, dont les éléments qui ont servi aux plaintes, qui étaient entre les mains à ce moment-là d'un juge d'instruction. Ils m'ont, par exemple, conseillé de prendre un coffre qui empêche, ça moi je le savais pas, je suis pas une professionnelle comme eux, qui empêche en cas d'incendie que les documents à l'intérieur du coffre ne s'embrasent. On m'a expliqué que le coffre pouvait rester intact, mais avec la force de l'incendie et de la chaleur, à l'intérieur, ça peut brûler. Ils nous ont donné un certain nombre de recommandations après avoir mesuré effectivement les risques et avoir constaté la réalité des choses dont je me plaignais depuis le début, c'est-à-dire les filatures, les intrusions. Ils ont pu constater tout ça et commettre un rapport qui m'aura permis le 8 février 2022 de co-signer avec le président de l'AGS une nouvelle plainte. Alors cette fois une plainte qui est censée faire le lien entre les plaintes institutionnelles qui ont été déposées en 2019, donc les plaintes qui faisaient suite à mes alertes sur les détournements et donc les plaintes qui dénoncent de possibles malversations systémiques, et ce que moi j'ai subi à titre personnel et qui alimentait ce sentiment d'insécurité qui était le mien et qui était qualifiable d'acte d'intimidation ou de tentative d'intimidation, de harcèlement, mais aussi les intrusions dans les locaux et en particulier l'intrusion du mois de juin 2020. Donc ça, on le fait le 8 février 2022. C'est pour vous dire que même 3 ans plus tard, je suis toujours dans la même situation du point de vue des représailles et de l'insécurité que j'éprouve parce que je viens déranger un système. Excusez-moi pour cette question, mais comment avez-vous tenu le coup? Parce que c'est quand même, moralement, je n'ai jamais vécu ça, la plupart des gens n'ont jamais vécu ce que vous avez vécu. On a du mal à se représenter pendant 3 ans, 4 ans, être suivi, intimidé et cetera. Comment vous avez fait pour tenir le coup et continuer à vous battre, continuer à dénoncer ce que vous voyez? Je suis admirative de votre courage et d'avoir persévéré, dedans. Vous dites admiratif de mon courage, mais je vais vous dire, quand ils m'ont sorti,
Évidemment, j'ai été déjà prise en charge par un psy qui m'a, de ce point de vue-là, le travail que j'ai effectué avec lui, moi je tiens à insister pour tous les lanceurs d'alerte sur la nécessité de se faire accompagner. Moi, personnellement, le premier sentiment que j'ai ressenti lorsque je suis sortie physiquement de l'institution dans laquelle je vivais tout ceci, c'est plutôt un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que je me suis dit, comment tu as pu accepter l'inacceptable? Voilà. Comment tu as pu te taire? Comment tu as pu accepter l'inacceptable si longtemps? La vérité, c'est que dans un premier temps, je pense que j'avais à cœur de démontrer à ceux qui m'ont trahi, je tiens à le dire en ces termes, à savoir l'avenue Bosquet, je voulais leur démontrer que malgré la gravité de ce que je vivais, j'étais à la hauteur de la mission qui m'avait été confiée et que j'allais tenir bon jusqu'au bout. J'avais une foi sans limite en l'appareil judiciaire et en notre justice qui allait à un moment donné disposer des conclusions de magistrats dont c'est le rôle et qui allait soit nous confirmer ce que moi je constatais, ce que je vivais, et ça allait mettre un terme définitif, puisqu'à un moment donné, ils allaient pouvoir mettre des noms sur d'éventuels coupables, et ça allait mettre un terme définitif à tout ceci, soit l'infirmer, et je n'aurais pas eu d'explication, hélas, sur les représailles que je vivais pourtant bien réellement, et ça m'aurait permis de rectifier le tir, si j'ose dire, sur les mises en conformité que j'opérais et sur le degré de fermeture des robinets que j'ai opéré. Et donc, cette foi en la justice a été un des paramètres et un des facteurs forts dans ma résistance. Et puis, moi, je suis une fille d'un ancien militaire. J'ai eu une éducation de résilience, de résistance, évidemment portée par les valeurs républicaines. Et donc, oui, sans doute qu'inconsciemment, je me suis comportée comme un soldat. Voilà. Comme une résistante. J'aime à dire d'ailleurs que les vigiles de la République que sont les lanceurs d'alerte sont des résistants. J'ai fait ni plus ni moins que ce qu'aurait fait n'importe quel résistant dans une situation dont effectivement je minimise pas la gravité, même si je disais à mon mari, c'est quand même assez hallucinant, on pourrait imaginer ça, pardon pour les Mexicains et pour le Mexique, mais au Mexique ou dans un pays dans lequel on peut suspecter effectivement ce genre de situation, mais pas ici, pas en France, pas dans ce pays état de droit. Moi, j'ai des parents qui l'ont choisi, ce pays, parce que c'est un état de droit, parce qu'il incarne l'état de droit. Et je me suis retrouvée dans une situation qui était tout l'inverse, avec effectivement mes alliés naturels qui n'étaient pas des plus réactifs. Donc ma patience, c'était une fois de plus, une foi en une justice qui allait venir à ma rescousse. Il faut quand même savoir, et je tiens à le dire parce que j'entends souvent taper sur les policiers, hein. Moi, je dois le dire, avec toutes les plaintes, croyez-moi, hein, que j'ai déposées, et j'ai pas fait qu'un commissariat, je tiens à dire que pour le coup, les officiers de police qui m'ont auditionné, ou qui ont pu mener les premiers éléments constitutifs d'une enquête, ont été de grands professionnels. Ils ne m'ont jamais fait ressentir, j'ai jamais eu un visage incrédule. Voilà. Ils ont pu être dubitatifs, mais assez vite, quand ils avaient les premiers éléments factuels, ils sont rentrés dans l'affaire et ils ont été plutôt à l'écoute. En même temps, c'était difficile de ne pas le faire parce qu'il y a des éléments, la peinture sur ma porte, la porte lacérée, la photo que je reçois sur Facebook, enfin, c'est des éléments qui sont très concrets, très réels et indiscutables. Donc, les premières équipes ont vraiment clairement mesuré la gravité de la situation dans laquelle je me suis trouvée. Je sais qu'une des femmes officiers de police judiciaire avait eu un entretien avec mon fils et elle lui avait dit combien... Je sais qu'ils ont mesuré, eux, la situation dans laquelle j'étais. J'aurais voulu qu'il en soit de même du côté de ce qu'on appelle la justice, parce que moi, j'ai encore... jamais entendu un juge qui s'interroge sur le lien entre ce que j'ai vécu et les constats que j'ai faits et les mises aux normes que j'ai opérées. Ce qui semble incroyable de ne pas pouvoir faire la relation entre les 2, rien qu'en matière de chronologie, c'est quand même très marquant. J'ai commis une frise pour mon avocat qui montre bien effectivement, avec d'un côté les mesures de mise en conformité, les investigations que j'ai menées, les plaintes, les audits et versus les représailles. Et on voit indiscutablement qu'il y a un lien en termes de temporalité entre les deux. C'est indiscutable. En novembre 2024, la défenseure des droits vous a reconnu le statut de lanceur d'alerte, un pas extrêmement important. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En quoi cette reconnaissance peut vous aider? J'ai bien conscience qu'il s'agit que d'un avis, mais il faut se souvenir quand même qu'on parle d'une institution constitutionnelle, hein, le défenseur des droits. Donc c'est un avis qui, je l'espère, va compter pour la justice qui est en charge de mon affaire, en particulier en matière prud'homale. Et à titre personnel, c'est un avis, même si, il faut le dire, c'est un avis que j'ai attendu 18 mois. Hein,
puisque j'ai saisi le défenseur des droits alors que je n'étais pas encore licenciée. Mais néanmoins, c'est un avis qui pèse pour moi, qui est l'expression d'une reconnaissance républicaine de mon statut de lanceur d'alerte. Et comme son nom l'indique, j'ai le défenseur des droits à mes côtés. Alors moi, ce que je regrette, c'est que l'appréciation que je porte sur cette institution républicaine et constitutionnelle n'est pas partagée par la partie adverse, parce que si on lit leurs conclusions, ils remettent en cause l'objectivité de ce travail, mais ils sont sans limite. Mais pour moi, c'est vraiment une reconnaissance. Alors quand même, pour être complet, il faut dire que cet avis est arrivé quelques mois après un avis émis par une ONG qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte, qui n'est pas prévu par la Constitution française, mais qui est majeure et dont moi je ne cesserai plus jamais de parler. C'est la Maison des lanceurs d'alerte. C'est la maison qui les accueille. Et il faut savoir que c'est une maison, avant d'accueillir, qui quand même instruit l'affaire. Et une fois qu'elle reconnaît quelqu'un comme un lanceur d'alerte, elle n'en reconnaît pas tant que ça, la Maison des lanceurs d'alerte. Et lorsqu'elle reconnaît le lanceur d'alerte, elle accueille, elle accompagne, mais elle reconnaît à travers un avis. Et cet avis de la Maison des lanceurs d'alerte, je l'ai reçu le 15 mai 2024, donc quelques mois avant le défenseur des droits, a été quand même le premier pour moi pas vers cette reconnaissance qui a été accompli du point de vue institutionnel par le défenseur des droits, avec une motivation chez le défenseur des droits qui est quand même très juridique. On va voir ce qui va se passer devant le Conseil de prud'homme, mais elle est difficilement contestable. Alors certes, le défenseur des droits, pour me protéger, pour protéger le lanceur d'alerte, n'établit pas la liste de toutes les pièces qu'il m'a demandées dans l'instruction qui a été la sienne, mais le défenseur des droits, il a deux possibilités. Soit il ne donne pas d'avis parce qu'il considère que pour lui c'est pas un lanceur d'alerte ou parce qu'il a un doute, soit quand il reconnaît quelqu'un à travers un avis lanceur d'alerte, c'est parce qu'il a eu tous les éléments nécessaires pour le reconnaître lanceur d'alerte. Donc pour moi, c'est vraiment, pour ne rien vous cacher, j'ai été très très émue quand j'ai reçu ce mail qui m'annonçait donc la décision du défenseur des droits et donc sa protection. J'ai été très émue, c'est un premier accomplissement pour moi. Oui, tout à fait, ça vient reconnaître le travail que vous avez fait, l'alerte que vous avez lancée Et la légitimité. oui, tout à fait, la légitimité. Ça fait un moment qu'on est, ensemble, je veux pas trop prendre de votre temps, mais j'aimerais bien encore vous poser, 2 questions. La première, par rapport à votre vécu avec tout ce qui s'est passé, ces, 5 dernières années, quels conseils donneriez-vous à une personne qui voudrait lancer l'alerte? D'abord, moi, je disais cela il n'y a pas très longtemps dans une réunion organisée par la Maison des lanceurs d'alerte. Je pense qu'il est très important de ne pas faire peur aux potentiels lanceurs d'alerte ou aux lanceurs d'alerte qui le sont, comme Jourdan en Molière, sans le savoir. Donc, ne pas avoir peur pour garder la tête froide et effectivement gérer à la fois les conséquences de l'alerte au plan institutionnel, en particulier quand ils ont des responsabilités, continuer à manœuvrer au service de l'intérêt général et de la justice, mais aussi garder la tête froide pour gérer la défense de leurs intérêts personnels au mieux. Quand ils sont toujours en poste, il y a des erreurs effectivement à ne pas commettre, notamment sur des prises de parole publiques. Moi, je les engage à prendre attache le plus rapidement possible avec l'ONG que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire la Maison des lanceurs d'alerte, qui sera de très bons conseils sur l'accompagnement du lanceur d'alerte et qui sera plus exhaustif que je ne pourrais l'être dans le cadre de cette interview sur ce qui est à faire et à ne pas faire. Ensuite, moi, j'engage les lanceurs d'alerte à ne pas rester seuls. Il ne faut pas rester seul. Il y a la Maison des lanceurs d'alerte. Le cas échéant, vous avez un certain nombre de représentants syndicaux qui sont déjà sensibilisés à la protection des lanceurs d'alerte. Mais il ne faut pas rester seul. Il faut aller voir un avocat, le cas échéant, spécialisé sur ce type de situation. Ne pas rester seul. Enfin, je dirais que si c'est pas déjà fait, et lorsque le lanceur d'alerte a de bonnes raisons de penser que les alertes sont lancées sur des éléments qui sont constitutifs d'infraction possiblement, il ne faut pas hésiter à saisir le procureur de la République. On a parlé du défenseur des droits, il faut aussi se mettre sous la protection du défenseur des droits. Mais tout ceci, une fois de plus, et sans doute bien d'autres mesures, c'est des choses sur lesquelles ils seront accompagnés au mieux par la Maison des lanceurs d'alerte. Donc il faut vraiment aller à la Maison des lanceurs d'alerte pour être encadré, accompagné par l'équipe juridique, l'équipe psy, l'équipe de travailleurs sociaux, qui seront plus complets, plus exhaustifs, dans une réserve qui est inégalée, donc protectrice du lanceur d'alerte, en particulier quand il est encore en poste.
Oui, d'ailleurs, j'avais reçu la Maison des lanceurs d'alerte dans le podcast il y a 2, 3 ans. C'était au moment où j'avais aussi reçu, Antoine Deltour qui était le lanceur d'alerte dans les LuxLeaks. Donc vous qui nous écoutez, vous pouvez écouter cet épisode avec la Maison des lanceurs d'alerte. La Maison des lanceurs d'alerte a aussi, publié un guide. Il y a une bande dessinée qui est, également, disponible, qui retrace le parcours de différents, lanceurs d'alerte avec, des conseils pratiques. Donc ça peut aussi, aider. Le Défenseur des droits a également publié un guide à l'intention des défenseurs d'alerte. Donc il y a déjà des ressources qui sont disponibles si des personnes, souhaitent s'informer avant d'enclencher la démarche de contacter, la Maison des lanceurs d'alerte. Dernière question, vous nous avez parlé, voilà, qu'il y a différentes procédures judiciaires qui sont en cours. Pour les mois à venir, comment voyez-vous, la suite? Pour vous, maintenant que vous avez cette reconnaissance, du statut de lanceur d'alerte, maintenant qu'il y a toutes ces procédures judiciaires qui sont en cours, comment voyez-vous la suite et le futur? Mon quotidien, vous vous en doutez bien, est rythmé par les procédures en cascade que l'on m'a infligées et aussi évidemment par la défense de mes intérêts au prud'homme. Je commence tout juste à prendre conscience du fait que cette affaire va être très longue et à comprendre que la vie ne doit pas s'arrêter parce que pour moi, elle s'est quand même bien arrêtée. Une des difficultés chez les lanceurs d'alerte, c'est précisément cette difficulté à se projeter. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que, outre la défense de mes intérêts et à faire en sorte que justice soit rendue, à tous égards, j'aimerais beaucoup pouvoir être utile aux autres lanceurs d'alerte, alors que ce soit directement auprès d'eux. Un certain nombre ont déjà commencé à se manifester auprès de moi. Et une fois de plus, c'est pas mon métier, mais si je peux, à travers mon expérience, aider d'autres lanceurs d'alerte, je le ferai bien volontiers. Mais c'est aussi auprès des pouvoirs publics pour pousser avec tous ceux qui voudront bien le faire, ceux dont c'est le métier, ceux qui sont solidaires avec ce combat à partisans, pour que la protection des lanceurs d'alerte soit renforcée demain, pour que plus jamais un lanceur d'alerte ne soit sorti a priori. Parce qu'aujourd'hui, a fortiori avec un barème qu'on qualifie de Macron, qui a revisité les niveaux d'indemnisation des salariés, on a un corpus législatif qui fait que pour l'employeur qui est face à un lanceur d'alerte, ça lui coûtera pas grand-chose, en tout état de cause dans l'immédiat, sur du court terme, moyen terme, voire rien, de licencier a priori le lanceur d'alerte dérangeant et ensuite de voir ce qui peut se passer avec une justice qui est très très longue et quand même des juridictions qui sont parfois résistantes à la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en matière de réintégration dans le cadre d'une procédure en référé. Ça lui coûte pas grand-chose de sortir un salarié lanceur d'alerte. Donc, mon combat, dans l'immédiat, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics et tous ceux qui pourront influer pour que les textes législatifs, réglementaires évoluent en termes de protection des lanceurs d'alerte a priori, de manière à ce que le licenciement ne soit pas possible, à l'instar de ce qui existe aujourd'hui pour d'autres salariés protégés, dont le licenciement est soumis d'abord et préalablement à l'approbation d'une autorité administrative. Donc, c'est à réfléchir peut-être dans le cadre d'associations dont c'est le rôle. À travers mon témoignage et mon expérience, c'est vraiment ce qui m'anime. Et enfin, charité bien ordonnée, je souhaite que ce que j'ai vécu, moi j'ai pas le souci de la confidentialité personnelle, puisque de toute façon je suis dehors aujourd'hui et l'un des objectifs de mon employeur était d'entacher mon image, comme l'a dit mon avocat, de salir Madame Propre pour la décrédibiliser, y compris aux yeux des magistrats en charge des plaintes de 2019. Donc mon nom maintenant est connu, donc il faut que j'en fasse, là encore, que ce soit rendu utile pour les autres. Et donc j'ai à cœur de rendre publique mon histoire le plus largement possible, faire savoir. J'ai toujours en tête cette citation d'un extrait de la charte de l'AMLA, de la Maison des lanceurs d'alerte, hein. Je dis à chaque lanceur d'alerte, vos persécuteurs s'arrêteront quand ils auront conscience que leurs éventuelles malversations vont être rendues publiques. Et donc, à travers mon histoire, à travers mon vécu, j'ai à cœur, en rendant public, que ça prévienne d'autres situations et que ce soit, je l'espère, un souffle d'espoir. C'est très important que les lanceurs d'alerte ne s'enferment pas dans une peur et qu'ils gagnent dans le sentiment de sécurité en sachant qu'ils ne sont pas seuls, en sachant qu'on peut s'en sortir, en sachant qu'on peut rebondir. Bah, écoutez, un grand merci. Je suis très honorée, d'avoir, pu, recueillir votre témoignage aujourd'hui. J'ai pas de mots à part vous dire, merci. On entend à votre voix votre résistance, résilience, combativité et c'est admirable de continuer à poursuivre ce combat, de partager, ce qui vous est arrivé pour que ça n'arrive pas à d'autres et donc je vous souhaite, le meilleur et encore merci, beaucoup pour votre, témoignage aujourd'hui. Merci pour votre écoute, Sophie.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.